Aujourd'hui, nous n'allons pas parler de la douce Sarah, mais plutôt de la rigide directrice du pensionnat, j'ai nommé Mademoiselle Mangin. Sa sévérité et sa cruauté vis-à-vis de la petite princesse semblent inexplicables, n'est-ce pas? Pourtant, elle aussi a dû faire face à des épreuves similaires dans sa jeunesse. Orpheline, responsable de sa petite sœur Amélia, elle a dû batailler pour gravir les échelons de la société et fonder sa propre école. Cela nous mène à une question cruciale. Pourquoi déteste-t-elle autant Sarah? Et pourquoi lui fait-elle vivre l'enfer si elle-même n'a pas eu une vie facile? Je vais tenter de répondre à ces questions en espérant que vous m'accompagnerez jusqu'au bout de la vidéo. Sarah est sans doute l'élève la plus privilégiée de l'école grâce à la fortune de son père. Pour l'accueillir, la directrice s'est efforcée de lui attribuer la meilleure chambre de son établissement ainsi qu'une femme de chambre attitrée. Cependant, lors de sa visite, M. Barreau, le représentant de M. Crew, exige tout de même de nombreux changements coûteux. Par exemple, le lit est jugé inapproprié pour la jeune demoiselle, ou encore le tableau au-dessus du lit doit être déplacé pour éviter qu'il lui tombe sur la tête. On peut déjà observer à ce moment-là que Mademoiselle Mangin commence à être irritée par toutes ces demandes, mais elle est rassurée de savoir que toutes ces dépenses seront à la charge de M. Crew. Cependant, une autre série de demandes surgit lorsque M. Crew arrive au pensionnat. Il insiste pour que la chambre de Sarah contienne davantage de meubles pour ses vêtements d'hiver, ainsi qu'une bibliothèque privée. Il va même jusqu'à exiger qu'une personne lui soit attribuée pour la promener à Hyde Park et lui acheter des poupées de temps à autre. Et là, je pense qu'il y a la première cassure entre la directrice et le père de Sarah, car malgré tous les efforts de Mangin pour satisfaire les besoins de M. Crew, ce dernier lui donne involontairement la sensation que son établissement n'est pas assez bien pour sa fille. Et ça, pour une personne ayant grandi à l'époque victorienne, période marquée par d'énormes inégalités et de pauvreté, c'est une véritable humiliation. Imaginez-vous à sa place 2 minutes. Mangin est sortie de la misère grâce à son travail acharné. Elle a sûrement dû vaincre de nombreux obstacles en tant que femme pour créer son école, d'autant plus qu'elle n'a pas eu la chance d'avoir un quelconque parent fortuné pour lui prêter main forte. Donc, quand un homme aussi riche que M. Crew débarque dans son établissement avec l'attitude que j'ai énoncée juste avant, c'est comme s'il crachait sur tout ce qu'elle a de plus cher à offrir. Ajoutez à ça un complexe d'infériorité et une nature avare et vous obtenez un mélange explosif de frustration et de colère. À la mort de M. Crew, la situation s'aggrave puisque Gertrude réalise qu'elle ne sera pas remboursée de toutes les dépenses qu'elle a faites pour Sarah. Et le seul moyen qu'elle trouve pour rembourser des dettes accumulées est de faire d'elle une domestique à vie. Non seulement ça lui permet d'avoir une employée qui ne percevra pas de salaire, mais ça lui permet aussi de se défouler sur la fille de celui qui aurait pu causer la perte de son établissement. La scène qui montre bien cette rancœur est celle où elle interdit à Sarah de porter le deuil de son père, en lui ordonnant de retirer le ruban noir en hommage à ce dernier dans l'épisode 13. On comprend donc que la première raison de la dureté de Mademoiselle Mangin envers Sarah est le résultat du ressentiment qu'elle éprouve envers son cher papa. Je précise quand même que cela n'excuse en aucun cas son comportement, mais ça nous éclaire un peu sur les motivations qui l'ont poussé à agir de la sorte. Je ne l'avais pas spécialement remarqué étant plus jeune, mais Mademoiselle Mangin semble aussi avoir une aversion particulière pour la personnalité de Sarah, bien avant la mort de son père. Nous savons ce que Gertrude pense des enfants riches dès les premiers épisodes. Selon elle, ils sont difficiles à gérer, capricieux, n'aiment pas la contrariété et ignorent les normes sociales. Et là, vous allez me dire que Sarah n'est pas du tout comme ça. Et je pense la même chose que vous, mais il y a beaucoup de quiproquos qui laissent malheureusement penser que c'est le cas. Pour commencer, notons que la première information que Mangin a de Sarah, avant même de la voir, c'est qu'elle est gâtée par son père. Vous savez, mademoiselle Mangin, le père de cette princesse possède une fortune considérable aux Indes. Il a l'habitude de ne mettre aucune limite aux dépenses de sa fille unique. Merci Monsieur Barreau. Gertrude va finalement valider cette étiquette en interprétant le comportement de notre héroïne dès son arrivée. Il y a 3 scènes qui illustrent bien ce dont je parle. La première est lorsque Sarah donne un nom à sa poupée Emily, avant même de l'avoir achetée. Ce geste laisse penser qu'elle est habituée à obtenir facilement ce qu'elle désire, car un enfant qui n'aurait pas les moyens attendrait logiquement de posséder l'objet avant de le nommer. Cette situation dérange grandement Mademoiselle Mangin, qui ne trouve rien de mieux à dire d'un ton sarcastique. Eh bien, mes compliments, votre fille a une imagination très développée. La seconde scène qui peut donner l'impression que Sarah est capricieuse est celle où elle finit par avoir Peter comme cocher alors que la directrice n'est pas d'accord. Monsieur Crew préfère écouter sa fille de 8 ans plutôt que de respecter les règles instaurées par Mangin, ce qui agace la directrice au plus haut point. La troisième scène concerne le fait que Mariette, la femme de chambre, se fait gronder par Mademoiselle Mangin pour avoir autorisé Sarah à manger dans sa chambre alors qu'elle aurait préféré que Sarah respecte les règles comme les autres. Je me suis fait attraper par Mademoiselle Mangin ce matin. Pourquoi? Elle m'a dit que vous deviez prendre vos repas dans la salle à manger comme les autres pensionnaires. Il paraît que c'est le règlement. Ah, je croyais que tout le monde prenait le petit déjeuner dans sa chambre.
Ces événements ne font que renforcer les préjugés que la directrice entretient déjà à l'égard de Sarah. Ce sentiment ne s'améliore pas lorsqu'elle réalise que Sarah lui est supérieure intellectuellement. Dans l'épisode 3, Sarah froisse l'ego de la directrice en la corrigeant sur son itinéraire vers Londres, précisant qu'elle est passée par le canal de Suez plutôt que par le cap de Bonne-Espérance. Bien que Mangin n'apprécie pas d'être corrigée en public par une jeune fille, elle met rapidement de côté cet incident. En revanche, lorsqu'elle remarque que Sarah reste silencieuse pendant le cours de français, elle prend plaisir à souligner sa prétendue faiblesse. Elle se rassure en pensant que malgré les privilèges dont jouit Sarah grâce à son père, elle a encore besoin de son école pour progresser en français. Cependant, Sarah est déjà bilingue et parle un français irréprochable. La directrice, pensant avoir trouvé une faille chez Sarah, réalise qu'elle n'a presque pas besoin de l'établissement pour poursuivre son éducation. D'autant plus que l'on apprend dans la version originale que Mademoiselle Mangin est nulle en français. あなたが話したフランス語半分も分かってないと思うわ。 Donc elle n'a pas du tout apprécié voir Sarah parler cette langue si parfaitement avec Monsieur Dufarge. Elle interprète le bilinguisme de Sarah comme une offense personnelle, comme si Sarah rejetait la valeur même de l'éducation proposée par son école. C'est à partir de ce moment que la directrice développe une véritable animosité envers la jeune fille et décide de prendre en charge personnellement son éducation. On comprend alors que même si Sarah était restée riche, la directrice ne lui aurait certainement pas facilité la vie. Elle incarne une certaine liberté et une indépendance que Mademoiselle Mangin n'a probablement jamais connue dans un monde où l'argent est un enjeu. En agissant ainsi, elle veut enseigner à Sarah les dures réalités de la vie, ce que les personnes comme elle ont dû affronter pour réussir, contrairement à ceux qui sont nés avec une cuillère en argent dans la bouche. Dans l'épisode 10, Sarah explique à Lottie que les mines de diamants trouvées par son père se trouvent à côté de la forteresse de Golconde en Inde. Mademoiselle Mangin se pose de plus en plus de questions concernant l'exactitude de ces mines et décide d'aller voir Monsieur Barrault pour en avoir le cœur net. Ce dernier lui confirme bel et bien l'existence de ces mines en lui donnant des exemples de diamants très connus originaires de la région. Les trois premiers qu'il présente sont le Koh-i-Noor, le Florentin et l'Orlov, appartenant respectivement à la couronne d'Angleterre, au duc de Toscane et à Catherine II de Russie. Il finit avec le diamant Hope, réputé pour avoir porté malheur à ses propriétaires. La légende raconte que ce diamant brut aurait été volé dans une statue sacrée hindoue, déclenchant ainsi une malédiction qui poursuivrait tous ceux qui posséderaient ou manipuleraient le diamant. La première mention historique de cette pierre précieuse remonte à la fin du XVIIe siècle, lorsqu'elle était en possession d'un marchand français du nom de Jean-Baptiste Tavernier. Peu de temps après, il aurait connu une série de malheurs, y compris la perte de ses biens et de sa fortune. Le diamant a ensuite été acquis par le roi Louis XIV et a été taillé pour devenir le diamant Hope que nous connaissons aujourd'hui. Cependant, même le roi n'a pas échappé à la malédiction, car il a connu des revers financiers et des problèmes familiaux. Après la Révolution française, le diamant a été volé et a changé de main plusieurs fois. Chaque propriétaire subséquent semblait également être touché par des malheurs, renforçant ainsi la réputation du diamant comme porteur de malédiction. Si vous avez suivi ce que je viens de raconter, vous avez probablement remarqué les liens entre Sarah et la pierre. Les deux sont originaires d'Inde et sont liés d'une manière ou d'une autre à la France. De plus, le Hope est d'un bleu profond qui rappelle la couleur des cheveux de notre héroïne. Bien que ces derniers soient décrits comme étant noirs dans l'épisode 3, ils apparaissent bleu foncé à l'écran. Enfin, il est aussi intéressant de noter que c'est précisément dans cet épisode que Sarah est surnommée la princesse diamant plutôt que la princesse des diamants. Pour ceux qui ne voient pas la différence entre les deux expressions, princesse des diamants est une construction génitive qui indique la possession. On pourrait interpréter cela comme signifiant qu'elle en possède. Sauf que Sarah est surnommée la princesse diamant. Ici, diamant est utilisé comme un adjectif épithète, modifiant le nom princesse. Cela suggère que la princesse elle-même est semblable à un diamant, que ce soit en termes de beauté, de pureté ou d'autres attributs associés au diamant. En gros, c'est une façon symbolique de comparer les qualités de Sarah à une pierre précieuse. Maintenant que vous avez toutes ces informations, laissez-moi vous donner ma vision de la scène. À mon sens, Mangin se rend chez Barrault pour en savoir plus sur ce que Sarah, cette pierre précieuse venue de l'étranger, pourrait apporter à l'établissement, presque comme si elle consultait une voyante. Au lieu de lui présenter 4 cartes dévoilant son avenir, comme le ferait une diseuse de bonne aventure, Barrault lui montre 4 diamants différents. Les 3 premiers ont apporté richesse et prospérité à leurs propriétaires, tandis que le 4e est supposé être maudit. En quittant la pièce, Mademoiselle Mangin est convaincue qu'accepter Sarah dans son pensionnat équivaut à toucher le jackpot, symbolisé par l'un des 3 diamants. Cette conviction la pousse à dépenser davantage pour l'anniversaire de la petite princesse. Malheureusement, lorsque Mangin découvre le décès de Monsieur Crew, elle réalise que Sarah n'est peut-être pas le diamant tant espéré, destiné à enrichir l'établissement, mais plutôt le Hope maudit qui risque de le couvrir de dettes. Cela expliquerait pourquoi la directrice en veut autant à Sarah tout au long de la série. Mais je n'approfondirai pas cette idée dans cette vidéo, car j'en parlerai dans ma vidéo finale consacrée au personnage de Sarah Crew, et à la raison pour laquelle elle pardonne à tout le monde à la fin.